Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi, qui dit jeudi du tuto express. Avant de commencer le sujet d'aujourd'hui qui va traiter du Kloss en sculpt, vous allez voir, ça va être très intéressant. La question est revenue beaucoup de fois. Petit aparté, j'ai fait mon planning 2022 pour YouTube et pour Twitch. YouTube, rien ne va changer. Pour Twitch, bonne nouvelle pour vous qui êtes intéressés par la 3D et par Blender. Tous les samedis soirs, je serai en direct de 21h à 23h pour parler de Blender, pour répondre à certaines vos questions, pour faire des choses très pratiques. Donc, sur différents logiciels, que ce soit Blender, Substance Painter, Substance Designer, Houdini, Nuke. On va faire plein de choses ensemble, Unreal Engine également, donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Le lien est dans la description ou alors juste ici, c'est twitch.tv, Michael TV. Donc c'est un site où on va faire des lives, un petit peu comme je fais le mardi soir sur YouTube, et c'est tous les samedis soirs de 21h à 23h. Ceci étant dit, je vais commencer le sujet d'aujourd'hui. Donc on va voir comment obtenir les résultats que vous avez sous les yeux. Alors là vous dites, ok, il s'est pas embêté, il a fait une simulation, pas très compliqué, il ne nous apprend pas grand chose. Pas du tout. Il n'y a aucune simulation qui a été réalisée ici, c'est quasiment du temps réel avec une option dans le Sculpt mode, donc qui permet de sculpter des objets, qui va nous permettre de faire une sorte de simulation en temps réel, donc très optimisé en termes de calcul, très peu coûteux et surtout très malléable. Vous pouvez vraiment obtenir des choses comme vous voulez en prenant un point, en le déplaçant en faisant une simulation. Vous pouvez même activer la collision avec d'autres objets en temps réel, donc c'est ultra puissant. On verra ça dans un premier temps, et dans un second temps, comment réaliser le shader que vous avez sous les yeux entièrement en procédural. Voilà, cet effet tissu qui rend assez bien, tout procédural en utilisant une texture proposée par Blender de base. Ok? Donc pas du tout, pardon, j'ai zeuzoté. Je vais dans un nouveau fichier Blender, je vais supprimer le cube de base et je vais rajouter un plan. Alors, première erreur qu'il faut éviter. Là, vous voyez, sur ma simulation, j'ai pas d'épaisseur, mais rien ne m'empêche de rajouter un modifieur de type Solidify qui se situe juste ici, et automatiquement, vous voyez, ça va rajouter de l'épaisseur. La plupart du temps, on le met même par-dessus le Subdivision Surface, comme ça on a quelque chose d'adouci sur le côté. Donc là, voilà, j'ai un tissu qui est épais. Mais l'erreur qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de vouloir partir d'un cube ou d'un plan qu'on extrude pour ajouter de l'épaisseur. Jamais. À chaque fois qu'on fait de la simulation, là je considère que c'est de la simulation de sculpt, mais c'est un petit peu le même principe, jamais on ne rajoute de l'épaisseur en amont. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus difficile pour un logiciel de calculer une simulation sur quelque chose qui possède une épaisseur, parce qu'il peut y avoir une collision très proche, comparé à quelque chose d'entièrement plat, sans épaisseur, on fait la simulation et ensuite on va rajouter une épaisseur par-dessus. Voilà. Donc ça ne va pas gâcher un réalisme, parce qu'on a très rarement une différence entre l'épaisseur de notre tissu, et c'est beaucoup plus optimisé, c'est plus simple pour l'ordinateur à calculer, et nous c'est également plus intéressant parce qu'on a un stack du coup de modifieurs, une pile, et on peut les gérer comme on le souhaite. Donc je vais rajouter un plan avec Shift A, Mesh, Plane, passe en mode édition. Petit inconvénient, c'est qu'on va devoir rajouter pas mal de subdivisions. Donc je fais clic droit Subdivide, un certain nombre de fois, voilà, vous pouvez faire à peu près le même nombre que je fais, à peu près comme ceci. Pourquoi? Parce que plus notre maillage va être dense et plus la déformation en temps réel qu'on va obtenir avec le sculpt va être précise. Malgré tout, après coup, on rajoutera un Subdivision Surface. Ça va permettre encore de lisser un petit peu plus notre surface et d'obtenir un résultat encore plus réaliste. Mais pour la déformation qu'on va faire en temps réel, ça nécessite un petit peu de détail. Donc on ne peut pas non plus faire sur du low poly et ensuite rajouter du Subdivision Surface. Sinon, on ne va pas obtenir quelque chose 100% qualitatif comme je vais vous le montrer aujourd'hui. Voilà, donc là, on a un plan qui est assez dense, on a 16 000 faces, mais c'est pour un tissu, à chaque fois, ça prend quand même pas mal de ressources, tout ce qui est simulation ou autre. On pourrait refaire un remesh ou une rotopo juste après, on va pas le voir aujourd'hui, mais sachez qu'il y a possibilité d'optimiser ça après coup. Alors là, on pourrait passer en Sculpt mode et chercher directement le Kloss. Vous allez voir qu'on a un petit souci qu'on va corriger juste après. Comment on cherche la brosse de type Kloss? C'est pas compliqué. Elle ressort un petit peu comparé aux autres qui sont sur des tons soit bleus, soit orange, soit jaune en fonction de leur fonctionnalité. Vous descendez, vous en avez une violette, c'est celui-ci. Vous voyez, ça met bien Kloss. Donc vous voyez, ça se distingue très facilement, donc vous ne pouvez pas vous tromper, vous cliquez dessus. Et là, automatiquement, je vais pouvoir faire des modifications Kloss en temps réel. On a deux choses à savoir qui sont très importantes si vous n'avez jamais fait de sculpt. On peut facilement changer la taille et l'intensité de la brosse. Soit en haut avec le rayon et le strength, soit avec le raccourci clavier qui sont assignés à la touche F et Shift F. F permet de changer le rayon, voilà, et Shift F permet de choisir l'intensité. Donc moi je vais me mettre avec une intensité de 100. Et là qu'est-ce qui se passe si je prends par exemple le bord et que je déplace? Vous voyez, j'ai une sorte de déplacement comme si j'avais un tissu sur lequel je venais prendre et déplacer un petit peu les points.
C'est pas trop ce qui m'intéresse pour le moment, mais vous voyez que ça fonctionne. On a un petit souci, c'est qu'on a un shading flat. Donc je vais faire des CTRL-Z. Je vais passer en Object Mode, clic droit, Shade Smooth. Et maintenant, si je retourne dans le Sculpt Mode et que je fais des petits déplacements, comme ceci, vous voyez que j'ai bien quelque chose qui est correct. Alors je pourrais m'amuser à faire déjà des déplacements comme ça, qui peut être pas mal, mais je vais vous montrer quelque chose d'encore plus puissant. C'est que là, vous voyez, on reste quand même relativement sur quelque chose de plat. C'est comme si j'avais un tissu sur une table et que je l'ai déplacé et les plis vont remonter. Il y a possibilité de passer en mode grab et du coup d'indiquer à Blender que je vais prendre un point précis au moins du tissu basé sur ma brosse et le déplacer comme ça pour faire une simulation en temps réel. Alors comment je fais? Je vais aller tout à droite dans le Active Tool and Workspace Settings, je clique dessus et si je descends un petit peu, c'est là que ça va m'intéresser. Le Deformation et le Force Fall Off également qui est intéressant qu'on verra juste après. Là par défaut je suis en drag, rien ne m'empêche de passer en grab, donc vous en avez plusieurs, je vous laisserai, vous pourrez les tester de votre côté. Et si je passe en grab, là c'est vraiment magique parce que je peux prendre un point, le déplacer et automatiquement vous voyez qu'il me fait une sorte de simulation. Je pourrais même faire quelque chose qui ressemble à ça, vous voyez qu'automatiquement j'aurai une simulation. Si je veux qu'elle prenne en compte une plus grande partie de mon objet, avec F, je peux changer le radius. Là je pourrais prendre ça, vous voyez, hop là, et faire une simulation, il y a tout qui va suivre. Donc c'est quand même relativement puissant. Donc voilà, je vais faire par exemple quelque chose qui ressemble à ceci. Là je vais étirer également ce côté-là. Donc je ne vais pas forcément essayer d'avoir la même forme que l'exemple de tout à l'heure. Mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Hop là. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, activer en temps réel la collision avec d'autres objets. Donc ça peut être intéressant. Voilà, donc je vais faire quelque chose qui ressemble à ceci. Alors l'inconvénient, c'est que on pourrait, enfin personnellement, je pourrais passer des heures à faire, à travailler avec cet outil-là parce que c'est tellement fluide et c'est agréable de travailler sur du temps réel sur ça. Voilà, donc là on dirait qu'on a une sorte de drap qu'on a étiré. Donc on va dire que c'est très bien, ça nous satisfait. Vous pourrez activer ici la collision avec d'autres objets. Collide with objects during the simulation. Donc ça c'est très intéressant. Alors j'ai dit que c'était sans simulation parce qu'on n'utilise pas la simulation de close à proprement parler. C'est une sorte de simulation en temps réel. Et le force fall off qui est intéressant, on a du radial et du plane. Le plane ça permet tout simplement, vous voyez, en fonction d'un plan, de déplacer notre objet. Donc c'est deux types de modification de brosse. Soit on a un point avec un rayon, un fall off, un fondu, soit on a quelque chose de plus linéaire. Donc là on va dire que c'est pas mal. J'ai des petits soucis, je vais rajouter du coup du Subdivision Surface pour adoucir tout ça, à 2 ou à 3. Et là normalement, avec clic droit Shade Smooth, on a quelque chose qui est assez bien en termes de qualité, qui est relativement lisse. Donc vous voyez là ça manque encore un petit peu de résolution. Je pourrais soit augmenter le level viewport en Subdivision Surface, soit retourner directement dans mon sculpt pour avoir une déformation un petit peu différente. Donc là vous voyez qu'entre ça et ça, c'est totalement différent. Voilà, parce que j'ai fait, ça permet de vous montrer deux choses, hein. Là, j'avais tout simplement pris mon grab et fait deux modifications. Mais l'avantage, c'est que je peux facilement le remodifier en temps réel. Donc, il faudrait juste que je désactive le Subdivision Surface. Sinon, ça va prendre beaucoup de temps. Et vous voyez, en temps réel, je peux remodifier ça. Et ça fonctionne assez bien. Ça prend en compte le shading et tout. Donc, c'est vraiment cool. Et là, par exemple, vous voyez, je suis en plane en termes de simulation. Si je passe en radial, facilement, voilà, refaire une simulation comme ça. Je peux étirer quelque chose, il y a tout qui va suivre. Donc c'est vraiment cool. Voilà, donc ça vous permet de voir qu'on peut obtenir deux résultats très différents avec la même technique. Et maintenant, très rapidement, le shader. Donc je vais passer en haut à droite en Material Preview Mode. Je peux activer l'Ambient Occlusion. Voilà, ça permet de rajouter un petit peu des ombres sur les choses très proches, ça vous le savez. Shader Editor, New. Et je vais utiliser une texture de type Magic. Voilà, Magic Texture. Et si je relie le factor, hop là, à mon output, pour voir un petit peu ce que ça donne, je vais considérablement... Alors je vais relier le factor, pas la color. Comme ça, j'ai juste besoin, moi, d'une intensité noir et blanc. Je peux facilement voir à quoi ça ressemble si je mets une échelle, par exemple, à 300. Vous voyez, j'ai ceci, comme du tissu qui s'entrelace. Donc ça, c'est vraiment cool. Il y a différents niveaux de profondeur. Donc ça, vous allez voir qu'en fonction du résultat que vous voulez obtenir, vous avez plus ou moins l'augmenter. Donc en principe, 2 ou 3, ça suffit largement. On peut même rajouter de la distorsion si vous voulez quelque chose avec de la distorsion, comme le nom l'indique tout simplement. Nous, ça ne va pas particulièrement nous intéresser. Donc l'échelle, on va la modifier en fonction de ce que ça donne.
sur le shader final. Donc la plupart du temps, moi ce que j'aime bien faire, c'est que ce Magic Texture, je le relie à la normale en rajoutant du bump. Je mets le factor sur la hauteur, la normale sur la normale. Ça va calculer un petit peu. Et voilà, on obtient ceci. Vous voyez que ça rend assez bien. C'est peut-être un petit peu trop intense, hein, donc je vais passer sur du 0,6 par exemple. Et là, on a un joli tissu. Je peux facilement changer sa couleur ici. Voilà, donc pour changer d'exemple, on va mettre une sorte de bleu. Donc voilà, vous avez ces petites variations. Si vous trouvez que c'est beaucoup trop détaillé, vous pouvez baisser ici l'échelle. Par exemple, passer à 200. Vous voyez que là, on a un tissu avec une densité, du moins une toile beaucoup plus écartée. Donc c'est vraiment à vous de voir. Vous pouvez augmenter ou diminuer la force du bump si vous voulez avoir quelque chose de plus ou moins avec des reliefs. Et la plupart du temps, ce que je fais également pour contraster avec tout ça, une fois que j'ai une couleur qui me satisfait à peu près, donc l'échelle, je vais repasser sur, pardon, 500, c'est peut-être abusé, sur du 300, c'est que je fais un petit mix avec ça, un mix RGB, pour foncer un petit peu les plis et les creux de ma toile. Donc, je peux copier le code hexadécimal de la base color, le mettre dans la color 1. Dans la color 2, je fais également un CTRL V et j'assombris un petit peu. Et je mets mon factor de ma Magic Texture sur le factor et ma color ici. Et vous allez voir ce que ça change. Voilà, je peux facilement, si je zoome un petit peu, là on peut imaginer la toile de mon tissu. Si je fonce ceci, vous voyez que ça va foncer, ça va rajouter une sorte de variation de contraste. Et du coup, je trouve que ça rend assez bien. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est tout pour aujourd'hui. Ça, je peux le mettre un petit peu plus clair. Donc on a vu principalement le sculpt qui permet de faire une simulation en temps réel. La plupart du temps, c'est vrai que vous embêtez pas, hein, la simulation on essaie de l'éviter et le sculpt, vous avez vu, c'est beaucoup plus souple. On peut même rajouter de la collision avec des objets dans notre scène. Donc c'est vraiment pratique. Et on a également vu le Magic Texture qui permet d'avoir un résultat assez sympa en termes de couleurs et de variation avec cette génération procédurale. Donc on n'a même pas besoin de s'embêter en important des textures ou autre. Pour changer la couleur, alors là l'inconvénient avec ma technique c'est que si je change la couleur une fois, ben, il faudrait que je change en double. Là par exemple comme ceci, pour vraiment avoir la même teinte. Sinon je pourrais faire une RGB en entrée et un petit mélange avec celui-ci pour avoir quelque chose d'un petit peu mieux. Mais voilà, ça fonctionne assez bien. C'est relativement optimisé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à la prochaine pour notre vidéo sur Blender. Ciao.